mais qu'est-ce qu'il fait lui? Et l'attaque de Tadej Pogacar à plus de 50, 80, 100 km de l'arrivée. Le nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland. Attaque de Marlou. Allez, Lucas, Aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapluie. C'est fini, c'est fini. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 100e Vélo Podcast. Et oui, la 100e édition. Et pour ce numéro anniversaire, eh bien, j'accueille mon acolyte de toujours, de retour, François-Pierre Noël. Salut FP. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. 100e numéro, t'imagines ouais, on vieillit, quand on a démarré le podcast en 2020. on vieillit, en fait on s'en rend pas compte, hein, ça fait déjà 100 numéros. 100, on est vieux. Bon, ces derniers temps, t'étais moins présent parce que t'as accueilli un deuxième heureux événement et donc forcément, ça demande du temps. Et là aussi, on voit qu'on vieillit parce que il y en avait aucun il y a 5 ans quand on a commencé, et puis maintenant il y en a 2. Voilà, des cyclistes qui vont faire comme Pauline Ferrand-Prévôt dans 20 ans. Voilà. Allez, 18. On a envie d'être rapide. Oui, il faut. La formation va falloir l'accélérer un petit peu quand même de ton côté. Bon voilà, 100e numéro de Vélo Podcast. Bon, très rapidement, nous quand on a commencé ce podcast, on voulait juste parler de vélo tranquillement, et puis c'est ce qu'on fait depuis 5 ans avec des copains, avec des invités. Voilà, on se fait plaisir en fait à parler de vélo, et on voit aussi, c'est marrant parce que Pauline Ferrand-Prévôt qui l'emporte, on voit aussi l'évolution du cyclisme féminin dans ces 5 ans qui a été incroyable aussi, quoi. Ah oui, puis enfin on voit qu'un Français, une Française remporter Paris-Roubaix, quoi. On pensait qu'on allait jamais le vivre, tu vois. Moi depuis ma naissance, alors il y avait Frédéric Guédon, mais j'étais trop jeune, mais quand même on se dit purée, enfin. Et tu vois, est-ce qu'il y a 5 ans on y aurait cru? Je sais pas. Non. Et puis parce qu'à l'époque Pauline Ferrand-Prévôt était pas parti pour retourner sur route à l'époque. Ah, bien évidemment. Et puis après on parle de Paris-Roubaix et le Tour de France aussi. Alors on l'a toujours pas vu. Là par contre, on s'en approche peut-être un petit peu quand même, hein. Oh, attention, là, je sais pas où est-ce que tu vas m'emmener, mais je suis pas sûr de ça pour l'instant. Avant 10-15 ans, je pense pas, malheureusement. Il y a des monstres quand même pour l'instant, hein. Oui, bon, on verra. Chez les femmes aussi, c'est possible. Donc voilà, 100e Vélo Podcast. Les invités, on a eu notamment des Lenny Martinez, des Romain Grégoire avant qu'il ne passe pro. On a eu Steve Chenel en avant-course. Kevin Vauquelin aussi, qu'on a eu quand il était encore espoir. Donc voilà, Vélo Podcast, on a révélé des talents. On avait invité Mathilde Gros aussi, qui était venue dans notre podcast. Donc faut savoir se fêter, faut savoir se payer, comme on dit en rugby. Et puis la 100e édition, c'est au top, hein. C'est génial, c'est les copains. Exactement, puis 100e avec Paris-Roubaix, c'est ça qui est beau aussi. Forcément, 100e Vélo Podcast avec Paris-Roubaix, ta course, forcément, on pouvait pas passer à côté. Voilà, t'étais au bord des routes, toi, le gamin de Canfin-Pével, sur cette édition, sur ce week-end, même samedi et dimanche, avec la course femme samedi et la course homme dimanche. Toi déjà, comment t'as ressenti l'ambiance au bord de la route? Écoute, on faisait la réflexion avec des copains ici, donc un qui était au Carrefour de l'Arbre et moi j'étais au secteur avant à Canfin-Pével. En fait, on se disait qu'on n'avait jamais vu autant de monde, en tout cas chez les hommes c'est sûr. Franchement c'était impressionnant. Je suis allé hier donc au secteur de Canfin en arrivant et fallait se faire une place. Alors il faut souvent se faire une place, mais là c'était beaucoup plus difficile que d'habitude et c'était vraiment noir de monde. Pourtant le temps il était pas comme samedi pour les femmes où il faisait chaud, il faisait beau. Là il y avait plus la veille, il faisait un peu le temps gris, un peu venteux, mais franchement il y avait un monde de fou. Alors chez nous dans le Nord c'est les vacances scolaires, est-ce que c'est lié à ça? Je sais pas, mais certes, mais j'ai un copain qui me disait ça fait presque 10-15 ans que j'ai pas vu ça, quoi. Et Carrefour de l'Arbre c'était noir de monde. Il y avait par ailleurs une anecdote, il y a un joueur du LOSC qui était là par exemple aussi, donc il avait créé un peu pas une cohue mais presque, tu vois, en disant il était là, donc les gens ils s'arrêtaient. C'est Alexandro, le Brésilien qui était là, voilà. Et puis pour dire que je pense que c'était vraiment jour de fête. Et chez les femmes, alors moi j'avais moins ce ressenti parce que j'ai eu l'occasion de voir qu'une course de Paris-Roubaix femmes depuis que c'est lancé, mais là moi je trouvais ça correct, et j'ai un copain qui a vu toutes les éditions qui me disait non, là il y avait vraiment plus de monde, en tout cas Canfin et Carrefour de l'Arbre. J'avoue que sur les autres pavés moi je connais pas bien parce que j'y vais pas, mais voilà, il y a toujours du monde, hein, donc globalement à Paris-Roubaix. D'année en année, cette édition féminine qui prend vraiment, et c'est une vraie réussite. Alors c'est vrai que après le Tour des Flandres, on avait dit, en tout cas j'avais dit, la course féminine après les hommes, c'est la bonne formule. Ça, c'est propre au Tour des Flandres. Maintenant, Paris-Roubaix le samedi et le femme le samedi et homme le dimanche. Là aussi, c'est
une bonne formule, ou en tout cas ça a permis de mettre en valeur les femmes. Bah en fait tu vois, pour avoir fait les deux, le Tour des Flandres assisté, puis j'ai vu les courses hommes et femmes. Alors c'est vrai que le temps aidait pas, je trouve que c'est mieux le système de Paris-Roubaix. En fait le problème de mettre les femmes juste après, c'est que entre ceux qui partent, tu vois, en fait ça crée c'est un peu un bordel, tu vois. On était au niveau des monts, je crois que c'était Copenhague, on était pas loin. Enfin tu sais, le temps de rentrer, c'est un peu un circuit Tour des Flandres, et en fait quand t'as les femmes, bah c'est un peu le bordel, tout le monde se marche dessus, entre ceux qui veulent partir, ceux qui veulent rester pour les femmes. Enfin tu vois, ça crée un peu une cohue étrange à chaque fois. Alors que Paris-Roubaix, bah voilà, samedi, bah c'est les femmes, ok. Chez les hommes, c'est le dimanche, et de toute façon t'as les espoirs avant les hommes, tout le monde le sait. Mais tu vois, t'as un peu 2 jours réservés en fait, et je trouve ça plutôt classe même pour les femmes, parce qu'en fait tu viens voir les femmes, tu vois, tu vas pas voir les hommes puis après les femmes. Enfin je trouve qu'il y a ce côté vraiment identifié, bah voilà, c'est une course importante, c'est la course féminine, et je trouve ça bien aussi. Mais Julien, tu vois, Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin, qu'on a fait rentrer dans la bande au fur et à mesure pendant ces 100 éditions de Vélo Podcast, il nous disait que finalement les gens étaient restés au bord de la route, et que de plus en plus, pareil, cette manière d'avoir les femmes juste après les hommes, ça permet de les mettre aussi un petit peu en valeur, parce que les gens continuent de faire la fête au bord de la route. Alors ça dépend aussi peut-être un peu de la météo parfois. Il y a différentes manières. Paris-Roubaix a choisi d'avoir une course le samedi pour les femmes, le dimanche pour les hommes. Tour des Flandres à sa manière a mis les femmes après les hommes. On va en parler justement de cette édition féminine remportée par Pauline Ferrand-Prévot. Incroyable retour sur la route, incroyable printemps de classique pour elle, qu'elle valide dans une course où elle a dit qu'elle ne devait pas disputer cette course d'ailleurs. Elle voulait pas y revenir, elle déteste les pavés, en tout cas Paris-Roubaix, non, mais bon, 24 heures après apparemment elle avait déjà changé d'avis, elle voulait y revenir. Elle s'impose devant Letizia Borghezzi en solitaire et Lorena Wiebes 3e. Au pied du podium, Marianne Vos, son équipière chez Visma Leasebike. Une édition féminine déjà dans un premier temps, FP, qui je l'ai trouvé un peu bizarre dans le scénario de course. Oui, bon en fait c'était tactique en fait. C'est rare qu'on ait une course cycliste aujourd'hui, je trouve, en 2025 aussi tactique, que ce soit chez les femmes et les hommes, je trouve. Maintenant on a un peu perdu ça. Il y a un peu ce côté, tu sais, je dis pas bourrin, c'est un peu exagéré, mais tu sais, le plus fort part à 50 bornes et puis c'est fini. Enfin, je parle pour les classiques. Il y a un peu ça depuis quelques années, et puis je trouve quelques années c'est comme ça. Et on avait moins ce côté tactique avec, tu sais, deux coureuses de la même équipe. Bah là, typiquement, Marianne Vos et Pauline Ferrand-Prévot. Vos qui elle était la leader de la Visma Leasebike, qui lui dit en gros, vas-y, tente le coup, les autres y vont pas, personne ne roule. Parce qu'en fait, c'est ça, Pauline Ferrand-Prévôt. Encore une fois, bravo, et moi je suis bluffé par ce qu'elle a fait. Mais c'est vrai que la course, elle la gagne parce que les équipes en fait se tirent dans les pattes derrière. Lotte Kopecky, personne ne veut rouler avec. Après, c'est le défaut d'avoir une super coureuse qui, elle, était pas capable, je pense, samedi, de répondre à Pauline Ferrand-Prévot, en tout cas d'aller la chercher parce qu'elle a essayé. Mais et puis en plus, elle était pas aidée parce que personne ne l'aidait pour relayer derrière. Donc en fait, il y avait ce côté tactique qui était, je suis d'accord, assez étrange. Mais au final, c'est aussi intéressant de voir ça parce que ça permet d'avoir une course aussi où Pauline Ferrand-Prévot, c'était elle aujourd'hui, mais si c'était une Élise Chabet qui partait ou une autre, ça aurait été peut-être le même résultat parce que tactiquement voilà, il fallait s'adapter. Donc c'est ça qui est assez intéressant à voir. Après oui, elle rattrape Emma Norsgaard, je crois elle la rattrape à Ouanin, je crois avant qu'Enfant-Pével, et puis ensuite elle la dépose. Ça après voilà, c'était pour les avoir vus passer à ce moment-là justement. Là on voit bien que Pauline Ferrand-Prévot était quand même la plus forte dans son style caractéristique. C'est toujours assez étrange d'ailleurs, même de l'avoir pédalé, je trouve. Elle a toujours un style assez. T'as pas l'impression qu'elle développe énormément de puissance, mais alors que sur la route c'est tellement efficace. Ouais, c'est ça. Puis même quand tu la vois passer, effectivement, t'as pas l'impression qu'elle a beaucoup de vitesse. Après, tu croises Emma Norsgaard qui avait encore moins de vitesse et qui avait un visage beaucoup plus, on va dire, la bouche ouverte. Et après, Lotte Kopecky. Après, elle perd pas toute seule, mais c'est elle qui perd son Paris-Roubaix parce que voilà, c'était la favorite. Elle avait fait un sacré Tour des Flandres la semaine avant. Voilà, elle était pas assez entourée, en tout cas elle a pas été assez forte pour répondre à cette attaque, et puis ensuite c'était fini quoi. Bon alors justement, tu sais quoi, on va parler de la légende Ferrand-Prévot juste après. Le menu, on va remonter la case SD Works Kopecky parce que là aussi c'est tactique de course. Déjà premier point, on dit que Pauline Ferrand-Prévot revient et profite d'un marquage pour revenir. Kopecky attaque après la chute de
Ferrand-Prévot à l'entrée d'un carrefour à une cinquantaine de bornes de l'arrivée. Alors c'était peut-être prévu dans le scénario, dans le tableau noir de la SD Works, et c'est là qu'elles font la différence avec Lorena Wiebes, et pour rattraper Hélène Van Dijk qui avait pris un petit coup d'avance, et il y a Marianne Vos qui revient dans un deuxième temps dans le secteur pavé, mais Ferrand-Prévot est à terre, ça scinde le groupe de favorites en deux. Elles étaient alors, il me semble, une trentaine à aborder le groupe de favorites, et en tête du groupe il y avait notamment Pauline Ferrand-Prévot, qui donc est à terre avec notamment une autre équipière. Donc déjà il y a ça, il y a l'attaque après une chute. Moi je trouve ça assez limite, mais maintenant bon, quand on va à terre, c'est qu'on se met à la faute, voilà. Oui, mais attention, moi c'est toujours pareil, j'ai toujours du mal parce que encore plus dans des classiques, parce que les grands tours, il y a ça fait partie de la course en fait. Voilà, exactement, je préfère dire maintenant. Parce que le Tour de France, tu vois, par exemple, si t'as une grosse chute, par exemple, t'as 30 coureurs à terre, les équipes se réunissent en disant, écoutez les gars, là, tu vois, on est sur 20 étapes, 21 étapes, ok, on va tranquille, tu vois, pas besoin de s'exciter, même si c'est la fin, les sprinters sprint, et puis eux, ils sont tranquilles, ça s'est déjà arrivé. Je comprends, moi, ce code-là du peloton. Sur une classique, c'est autre chose, tu vois. Sur une classique, tu tombes, t'as fait une erreur. Enfin, oui, voilà. Voilà. Et je dis pas que c'est elle qui fait l'erreur de base, mais voilà. On en parlera après, comme Pogacar l'a fait dimanche. C'est ça, tu vois. Alors que je me rappelle de l'image. Alors chaque fois, je confonds des deux, mais je sais plus si c'est Pogacar qui attend Vingegaard ou Vingegaard qui attend Pogacar sur une descente au Tour de France. Mais tu vois, c'était différent. C'est Vingegaard qui attend Pogacar. Voilà, c'est ça, tu vois. Donc moi, je trouve, sur le grand tour, je peux comprendre. Sur les classiques, j'ai pas rien à foutre, mais pas loin. Ouais. Non mais alors t'as raison, et pour le coup en fait elles vont à la faute, les filles, les femmes à l'entrée de ce secteur pavé. Donc maintenant il y avait pas qu'à se mettre à la faute, c'est aussi gérer les pavés et l'entrée des secteurs pavés que de pas se mettre à terre. Donc là pour le coup elles se sont mis à la faute, et puis terminé. Maintenant il y a cette attaque de Kopecky avec Wiebes dans la roue, et ensuite elle se retrouve un peu le nez dans le tas de fumier, devoir gérer la course, et les SD Works, elles te perdent la course toute seule. Kopecky, tactique catastrophique. Franchement, moi j'ai trouvé que la tactique était, pas dire débile, mais il y a un manque de sens tactique qui est évident, et elles ne doivent pas perdre la course. Kopecky est la plus forte hier. Déjà, pourquoi elle se met à rouler en tête en permanence alors qu'elle a Wiebes qui montre des signes de moins bien? Et conséquence, à un moment donné, Wiebes craque, et puis plus tard, Kopecky craque après que Ferrand-Prévot soit parti. Dans le final, Kopecky craque, et même elle se relève parce que elle termine 12e à 2 minutes. Dans le final, elle fait même pas top 10. Franchement, elles le perdent toute seule. Catastrophique cette tactique, et je comprends pas que dans la voiture, ou alors c'est dans la voiture qu'ils sont complètement trompés, mais dans la voiture normalement tu dois dire écoute, Lorena t'es moins bien, tu prends le devant, tu roules, et puis on met tout pour l'auto, quoi. Ouais, mais après c'est toujours pareil, moi je trouve ça difficile parce que c'est aussi, si Lorena Wiebes est moins bien, est-ce qu'elle est capable d'aller devant, combien de temps, tu vois, est-ce que ça aurait changé? Et je suis pas d'accord avec toi, je pense pas que Lotte Kopecky soit la meilleure quand même samedi. Je pense que oui, Marianne Vos était très forte. Ouais, elle était la seule, Marianne Vos, à suivre l'Auto Kopecky pendant le plus longtemps. Par exemple, ouais. Voilà, mais moi je trouve que tu vois, Marianne Vos me faisait meilleure impression, et je trouve que c'est plutôt la Visma Lease the Bike qui a très bien joué le coup, plutôt que la SD Works qui a perdu, parce que la SD Works en finale, tu te rends compte que même au niveau des équipiers, il y avait pas tant que ça. Donc Lotte Kopecky, il fallait qu'elle soit extrêmement forte, tu vois, pour rattraper, combler certains trous, mais oui, tactiquement, elles ont mal joué le coup par rapport à combien elles étaient à un certain moment, mais au final, je pense pas qu'on soit, que Lotte Kopecky ait des gros regrets. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si elle méritait, elle aurait gagné Paris-Roubaix. Mais non, mais moi je pense qu'elle gagnait. Enfin, vraiment. Bon, après, la course est ce qu'elle est. C'est-à-dire que si elle n'avait pas trop fait, et si elle s'était plus appuyée sur Lorena Wiebes. Oui, mais après tu peux lui reprocher ça aussi. Elle aurait usé moins de force. Oui, mais tu peux lui reprocher ça aussi à un moment donné en disant mais pourquoi tu vois tu fais rien, tu laisses partir devant. Enfin, tu vois, t'as plein de choses qui se passent. Paris-Roubaix, l'avantage c'est que en fait n'importe qui peut gagner à ce moment-là. Tu vois, une échappée qui est longue, qui était partie, tu roules plus parce que tu dis voilà, moi je veux pas rouler parce que je veux me garder mes équipières. Ah, mais du coup l'échappée prend plus de temps. Enfin, il y a plein de scénarios qui peuvent bouger en fonction. Donc moi je trouve que à Paris-Roubaix t'es bien, tu roules. Je te trouve pas assez dur. Je te trouve pas assez dur parce que c'est là le problème. Quand t'as une championne du monde, une championne d'Europe, et surtout deux numéro 1, c'est qu'à un moment donné pendant la course, quand il faut se sacrifier pour l'autre, alors Lotte Kopecky, toute championne du monde qu'elle est, elle a roulé tête dans le guidon, tout droit.
Mais à un moment donné, il y a quand même la réalité. Et la réalité, c'est que Lorena Wiebes a montré des signes de fatigue avant l'Auto Kopecky. On sentait que Kopecky voulait rendre l'appareil à Lorena Wiebes en lui donnant Paris-Roubaix. Mais que la réalité de la course, et le plus important, c'est que l'équipe l'emporte. Et ça manque du Hannah van der Breggen dans la voiture, qui maintenant est revenu sur le vélo, parce que franchement, c'était compliqué à l'époque entre Vollering et Kopecky pour mettre en place une tactique, mais mine de rien, elles remportaient les courses. Ben là, elles ont été d'un sens tactique très mauvais. Donc je trouve qu'il faut être assez dur avec elle. Maintenant, ça va pas changer la finalité. C'est que Pauline Ferrand-Prévot, et on va passer à ça, elle rentre dans la légende. Elle est la première française à remporter le Paris-Roubaix femme pour la 5e édition. Que Pauline Ferrand-Prévot, elle est donc la première française, le premier français, on s'en moque, à lever les bras sur le vélodrome de Roubaix chez les seniors depuis Frédéric Guédon en 1997. Et que sincèrement, sa course, tu sais quoi, elle s'est retrouvée avec une 20aine de secondes de retard après la chute à une 50aine de bornes de l'arrivée. Elle a profité du scénario de course pour rentrer, mais son attaque a été très intelligente. Elle a profité d'un moment de course où c'était calme, où Emma Norsgaard était sortie auparavant, et elle a creusé ensuite sur le reste du peloton. Parce que mine de rien, avant qu'il y ait cette chute, Pauline Ferrand-Prévot était en tête dans les premières positions dans tous les secteurs pavés. Oui, puis Pauline Ferrand-Prévot, c'est pas une surprise, je trouve, quand tu suis le vélo, mais c'est une surprise dans le sens, une surprise frustrante par rapport parce à son retour sur la route. Ouais, puis en fait tu te dis que, parce que j'ai regardé, elle a 33 ans je crois déjà, et tu te dis c'est dingue parce que, alors évidemment elle a encore quelques années devant elle, 33 ans, ouais. Mais tu te dis purée, si elle avait repris la route il y a 3 ans, tu vois, même il y a 3 ans à 30 ans, après il y avait les JO, il y avait tout plein de choses évidemment, mais ouais, c'est presque frustrant parce que je pense que ça reste quand même la meilleure cycliste française, hommes et femmes confondus, je pense, par rapport à ce qu'elle sait faire en fait. Et on a la chance d'avoir, tu vois, à comparer. Alors après, peut-être qu'on va dire que j'exagère, mais c'est un peu le Van der Poel féminin chez nous, tu vois, ça fait vraiment ça. Elle sait tout faire en fait, et elle grimpe bien, elle passe bien les pavés, elle est très bonne en classique. Enfin, je sais pas, je trouve qu'elle a tout quoi. Et c'est ça qui est beau à voir. Et on a la chance d'avoir ce talent en France. Et malheureusement, après à l'époque, peut-être pas de projet en France assez intéressant. Il y avait peut-être le fait de se concentrer sur les Jeux Olympiques à Paris. Où elle a rempli tous ses objectifs, mais tu regardes, globalement, c'est une cycliste qui, quand elle se fixe quelque chose, elle le fait. Alors maintenant, il y a son dernier, on va dire, challenge, pour moi, c'est le Tour de France, où elle se dit qu'elle veut le remporter d'ici les 3 ans. On va voir. Mais franchement, quand tu vois cette cycliste-là, je trouve qu'on va manger notre pain blanc, et dommage qu'on le mange si peu de temps, quoi. Ouais. Alors moi, j'avais dit, dès qu'elle est revenue sur la route, je la vois plus remporter Paris-Roubaix que le Tour de France. Pour l'instant, j'ai assez raison, mais elle fait quand même 3ème d'Estrade Bianche. Alors elle fait 4ème de Milan-San Remo, reclassée 12ème avec un carton jaune d'ailleurs. Elle fait 2ème du Tour des Flandres et elle remporte Paris-Roubaix. Sincèrement, son retour sur la route est complètement validé. Ah oui, c'est sûr. Hein. Puis c'est pas fini, parce que dans l'équipe, elle peut aussi jouer avec c'est Marion Bunel. Hein. C'est la jeune pépite aussi. Oui, Marion Bunel, exactement. Marion Bunel, l'ancienne de Saint-Michel. Il y a aussi cette transmission qui peut se faire. Donc voilà, on va voir comment ça va se passer. Mais ça qui fait plaisir aussi pour le cyclisme féminin français, c'est que il y a Pauline Ferrand-Prévot en porte-étendard, et puis derrière, ça peut grandir tranquillement. Ce que on n'a pas chez les hommes aujourd'hui malheureusement, où on a perdu nos porte-étendards qui permettent à certains jeunes de percer, de pas être mis trop en avant, ce qu'on n'a plus aujourd'hui en France, faut le dire. Du coup, on met nos jeunes très vite en avant parce qu'on se dit purée, futur Bonnen, ça on en parlera plus tard un jour, mais pour Paul Magnier par exemple, mais en disant lui très fort, il a fait ça, alors qu'il a pas fait grand chose pour l'instant. Et tu vois, Pauline Ferrand-Prévot, c'est ça qui permet peut-être au cyclisme féminin de se développer côté français, et c'est ça qui est intéressant, et je trouve que ça symbolise bien tout ça, le Paris-Roubaix remporté avant-hier. Après, quand elle arrive sur la route, on se dit tous, elle va remporter telle ou telle course. Elle a une pression de dingue. On se rappelle des Jeux Olympiques de Rio en 2016, ou alors là c'était en VTT, mais on a tellement misé sur Pauline Ferrand-Prévot pendant des années, dans les années 2010, que elle en craquait. Elle a fait des burn-out, Pauline Ferrand-Prévot, faut dire les termes. C'était très très compliqué pour elle. On rappelle ses équipes sur la route, c'était Rabobank, Canyon, SRAM et Visma Lease the Bike, donc en 2025. Elle était chez Ineos avant Visma Lease the Bike pour un projet multidiscipline. Mais non, Pauline Ferrand-Prévôt, j'ai l'impression qu'elle s'est assagie, ou plutôt apaisée.
depuis 5 ans, depuis qu'elle s'était mise dans la tête de remporter les Jeux Olympiques de Paris, et elle a changé. Après, ça vient peut-être avec la maturité quand à la trentaine, mais elle s'est assagie, elle s'est apaisée, et ça pour le coup c'est ce qui permet d'avoir une Pauline Ferrand-Prévot beaucoup plus calme sur le vélo et moins émotive, parce que c'était un de ses problèmes aussi. Oui, c'est vrai, non, moi je suis tout à fait d'accord. En tout cas, encore bravo, parce que course exceptionnelle, et voilà, elle nous fait rêver, et ça faisait plaisir d'entendre ce brouhaha à Roubaix quand elle arrive sur le Vélodrome, parce que voilà, je pense que c'est exceptionnel, et il faut se rendre compte que ça arrive pas souvent, hein, donc profitez, hein, parce que moi, pour tout vous avouer, quand je suis rentré chez moi, je charriais les Belges et les Anglais que je croisais en disant ça y est, c'est à nous, tu vois, c'est à nous, enfin. Et d'ailleurs, Julien, qu'on va entendre dans quelques instants pour son analyse de course, il nous disait, je chambrais les Belges en disant where is Lotte, donc bon. Voilà, ça c'est Julien. Bonjour à tous, salut FP, salut Guillaume. Et déjà commencer par bonne centième à vous deux pour ce beau projet qui est Vélo Podcast. C'est un Paris-Roubaix femme exceptionnel, hein, par sa vainqueur qu'on peut qualifier de légende, pour son retour sur route qui ne déçoit absolument pas, contrairement aux réticences que beaucoup de monde, dont moi, avait sur sa première saison. Une reprise exceptionnelle, hein, la reine Pauline qui remporte la reine des classiques. Une belle course d'équipe par Marianne Vos derrière qui a contrôlé, qui a un petit peu fait déjouer les SD Works. L'édition la plus rapide sur ces 5 dernières éditions, dans un vélodrome en folie. J'avais l'impression de revivre les arrivées de Marc Madiot, Gilbert Duclos-Lassalle de mon enfance dans les années 90. Que dire d'autre? La SD Works qui a totalement été perturbée par les attaques successives. L'Autocopéki a tenté après Mont-Saint-Pével, mais elle n'avait pas l'air super aérienne comme les autres années sur Paris-Roubaix. Est-ce que c'est à l'image de sa période de flandrienne, bien qu'elle gagne le Tour des Flandres? Elle avait eu du mal le mercredi d'avant sur Dwarsdorf-Vlaanderen. Par contre, oui, après, au niveau des Françaises, 19e place de Jade Viel, qui a travaillé pour son équipe. Marie Lenette, qui a bien travaillé aussi, et qui a perdu ses jambes au moment du carrefour de l'Arbre. Et après, derrière, beaucoup de malchance, beaucoup de chutes, de crevaisons pour les autres Françaises, qui ont quasiment toutes rejoint Roubaix, que ce soit en délai ou hors délai. Ça, c'est un sempiternel débat. Est-ce qu'il faut vraiment ne pas classer les coureurs de Paris-Roubaix, parce que c'est une course tellement dure qu'elle mériterait d'avoir, certes avec la mention hors délai à côté, mais au moins un classement pour dire de finaliser le diplôme de coureur cycliste. Il y a 2 diplômes pour savoir si on est coureur cycliste: finir Paris-Roubaix ou se casser la clavicule. Finir Paris-Roubaix, c'est l'entrée dans le monde du cyclisme. D'ailleurs, Pauline Ferrand-Prévot prévue sur l'Amstel et Liège-Bastogne-Liège. C'est pas encore terminé son programme de printemps des classiques, et sincèrement, j'ai hâte de la voir, notamment à Liège, parce que vu ce qu'elle nous montre là, je pense que Stéphane Delcourt, alors, il a hâte de batailler avec Pauline Ferrand-Prévot, mais il se dit un petit caillou dans la chaussure, on va voir. Va falloir être au cordeau au niveau de la tactique, parce que ça va pas être simple. Je te pose la dernière question, on va passer aux hommes après. Est-ce que Pauline Ferrand-Prévot alors est la plus grande cycliste femme? Ok, ça c'est fait. Est-ce que, alors, premier point, est-ce que c'est la plus grande cycliste française de tous les temps? Il y en a un qui est largement devant pour l'instant. Et 2, est-ce que c'est la sportive française la plus grande de tous les temps? J'ai toujours du mal avec tous les temps. Pour t'avouer, c'est pas, je veux dire oui, non, parce que c'est tellement compliqué. Ce que je peux juste dire sur Pauline Ferrand-Prévot, c'est que de cette génération, c'est la plus grande cycliste française, ouais. Moi, je pense. Mais de dire de tous les temps, c'est difficile. T'as quand même, Jeannie Longo quand même, je parle du côté française. Hein. Elle dépasse pas Jeannie Longo quand même maintenant, avec ses titres Paris-Roubaix, le titre multidiscipline, elle est championne du monde sur route, en cyclocross, en VTT. Oui, non, il y a la longévité de Jeannie Longo, mais bon, voilà. Bien sûr, non, mais oui, alors, certainement. Après, voilà, toute génération confondue, c'est difficile à juger. C'est comme, tu sais, quand on compare le cyclisme des années 50, pardon, plutôt à maintenant, ou des années avant 30, tu vois, il y a eu des monstres, je pense à l'époque, quand tu reprends les articles de presse, enfin, tu vois, les Octave Lapise, etc., je pense à ça parce que j'ai vu récemment les noms, là, il y a forcément Bernard Hinault qui est numéro 1. Ouais. Oui, mais même sur le cyclisme, je pense qu'elle est facile dans le top 5, tu vois, je pense. Parce que avec tout ce qu'elle a fait, par rapport au côté pluridisciplinaire et tout, non, je pense que oui, elle est dans le top 5. Après, lequel est premier, lequel est cinquième, au final, on s'en fout un peu. Je m'en fous un peu. Et je trouve que, voilà, elle a sa place parmi les grands. Et dans le sport féminin français. Pour le sport féminin français, là, pareil, un peu pris au dépourvu comme ça. Oui, je la mets parce que j'aime le vélo, mais il y a quand même des sacrés candidates aussi sur toutes les José Pérec. Notamment. Ouais, entre autres, si tu prends l'athlétisme, même tu prends les sport co, donc, non, après, effectivement, elle fait partie des plus grandes sportives françaises de tous les temps, mais
combienième, je la mettrais. Moi, je la mettrais plus haut parce que j'aime le vélo, c'est ça aussi. C'est très relatif, en effet. Bon voilà, on a jeté un pavé dans la mare et tu l'as récupéré. Très rapidement, avant de passer à la course homme, rappelez qu'il y a eu le Tour du Pays Basque cette semaine avec la victoire de Joao Almeida qui s'est imposé devant Enric Mas. Bon voilà, la diff a été faite aussi par Almeida pendant le contre-la-montre inaugural par rapport à Enric Mas. Max Sherman 3e, le meilleur français c'est Clément Champouzin 10e, devant Clément Berthet, devant Guillaume Martin 12 et Jordan Jegat 14. J'ai vu quelques-unes des étapes, alors j'ai pas vu la dernière, mais c'était un Tour du Pays Basque très moyen. Mollasson, j'aurais dit, parce qu'il y avait... Et puis je pense pas que c'est lié au coureur, je pense que c'est plutôt lié au parcours. Est-ce qu'ils ont été bridés parce que depuis quelques années c'est le bordel? C'est possible aussi, mais il était bizarre ce parcours. Vraiment, je l'ai pas trouvé dingue. Voilà, c'est mon avis. Ouais. Alors c'est vrai que normalement ils ont des arrivées au sommet, il y en avait pas une seule là. Ah non, pas une seule. Non. Et puis, puis même les trucs, tu peux faire une arrivée en descente comme ils faisaient chaque année, par exemple. Après la descente, il y en a pas eu tant que ça non plus. Il y en a eu une dans mes souvenirs. Et voilà quoi. Puis le symbole, c'est la victoire d'Alexandre Rambourg quand même, qui se trompe de rond-point, mais qui se trompe pas vraiment parce que dans le roadbook c'était écrit comme ça. Enfin voilà, ça symbolise bien le Tour du Pays Basque. J'ai rien contre le Tour du Pays Basque, mais ça fait quand même quelques années que c'est le bordel. Je dis ça comme ça. Et quand c'est en France, on tape vite à boulet rouge. Quand c'est le Tour de Catalogne et les Pays Basque, j'entends pas grand-chose quand même. Déjà par l'UCI, mais si jamais, voilà, c'est mon petit. Et Romain Grégoire, pour la 3e fois, il a failli remporter une course avec avec une erreur de dérivation. Ça c'est drôle. C'est assez insolite. Dire aussi que Joao Almeida remporte 2 étapes, que Ben Illy a fait un raid vendredi d'une 50aine de bornes pour aller l'emporter en solitaire. Bon, du Ben Illy quoi, tout simplement. Oui. Et puis Caleb Ewan a retrouvé la victoire en World Tour. Caleb Ewan qui revient bien avec la Ineos, très bien emmené par Axel Laurence en poisson pilote de Caleb Ewan. Pour l'étape du mardi, Max Sherman avait remporté le contre-la-montre inaugural. Tout à fait. Paris-Roubaix, bon, chez les hommes, il y a eu quand même une course espoir et junior. Très rapidement, dire que chez les juniors, c'est un néerlandais qui l'a emporté, Michel Maurice, de la Grenke Auto Eder. Alors c'est la réserve de la Red Bull Bora. C'est un peu la réserve, non, mais c'est l'équipe junior de la Red Bull Bora, l'équipe satellite. Michel Maurice donc qui l'emporte, le meilleur français. Alors devant un américain, Ashlyn Barry, et un biélorusse. Voilà, puisqu'il n'y a pas de drapeau, de l'équipe junior de la Bahrain Victorious, la Cannibal Victorious U19. Mikita Babovic, qui avait remporté le 3 classique junior. Alors là, je suis sur sa fiche, je connais pas parfaitement ce coureur, mais c'est bien d'avoir des noms comme ça. Meilleur français, Alban Picard de la Groupama FDJ U19 Team, 7ème donc de ce Paris-Roubaix junior. Et chez les espoirs, alors là les noms on va les retrouver dans pas longtemps chez les seniors. Albert Witten Philipsen, Jacob Soderquist 1 et 2 de la Lidl Trek U23, les deux, devant 2 Alpecin de Koenig U23, 2 néerlandais, Senna Remens et Gus van der Heyden, un Visma Leasebike Development 5ème, Pietro Matteo, meilleur français, Elliot Boulet de la Continental Groupama FDJ 7ème et la Continental Arquier BNB Hotel 9ème, Emmanuel Oukou. Voilà pour donner les noms des jeunes dans cette course espoir, avec d'ailleurs Ilan Baroumi de la Decathlon AG2R Development Team, 10ème, le jeune Suisse, premier Suisse de cette édition, que tu connais un petit peu quand même, FP. Oui, fribourgeois, donc de la région où je suis maintenant. Oui, lui, il est reparti chez H2R alors qu'il était avec un très beau contrat chez DSM, mais ça s'est assez mal passé. Et puis, du coup, il est revenu chez H2R. Alors, quel est l'objectif? Est-ce qu'il signera pro l'année prochaine? C'est un peu ce qu'on va voir. On essaiera de l'avoir dans Vélo Podcast pour parler avec lui. Mais c'est vrai qu'il a fait quelques courses en début d'année au niveau des pros, on va dire des grands, juste en tant qu'équipier. Puis là, voilà, il se remet au niveau espoir et 10e place à Paris-Roubaix. Je crois que c'est son meilleur résultat la dernière fois aussi, donc il fait comme d'hab. Albert Witten Philipsen, Jacob Soderquist, on va en entendre parler pendant pas mal d'années de ces deux pépites, parce que très franchement, la Lidl Trek, ils ont le flair pour repérer les meilleurs jeunes mondiaux. Ouais, ah oui, voilà, ça c'est des prochaines révélations. Alors attention, parce que c'est toujours pareil, hein, on met le tampon un peu Œil de Brook, parce que Œil de Brook, alors c'est pour d'autres problèmes, mais attention de pas les faire grandir trop vite aussi, parce que voilà, il y a ça aussi. On avait un peu oublié ça. Alors avec moi les j'ai plus monstres qu'on a l'impression que c'est connus. un problème d'équipe pour Œil de Brook, pour le coup. Oh, je pense qu'il y a un peu de tout. Je pense qu'on l'a un peu cramé vite. Si c'est mon avis qu'on donne.
Ouais. Bon, alors après, Söderqvist, c'est un profil à la Cancellara. Albert Vitem Philipsen. Ah, parce qu'il a un moteur dans le vélo? Non, je plaisante, c'est pas vrai. Je plaisante à tous mes amis suisses. Voilà, ça c'est pour les Suisses. Et alors, bon, c'est marrant, mais Nico Matten a fait une petite référence à ce, ce petit épisode aussi quand on l'a reçu. Bon, c'était très marrant. Mais dans Söderqvist, un profil lourd, très très bon rouleur, très bon sur les pavés. Et Albert Vitem Philipsen, alors il va falloir que je m'entraîne à le prononcer, mais le danois, je n'arrive pas à le mettre dans une case et j'ai l'impression que c'est à mi-chemin entre un... Bon, il remporte Paris-Roubaix, donc pas forcément Evenepoel, mais qui marche un peu dans les traces d'un Tadej Pogačar, toute comparaison, attention, hein, toute comparaison, mais dans le style de profil de coureur, capable de briller sur tous les terrains, et bon voilà, à suivre pour les prochaines années. C'est bien de parler des jeunes aussi un petit peu. Bon, alors, on arrive sur la course homme. Et Tadej Pogačar craqua, j'ai envie de te dire, au-delà là, on va forcément parler de la victoire de Mathieu Van Der Poel, vous inquiétez pas, mais l'événement, c'était l'arrivée de Tadej Pogačar sur les pavés de Roubaix. Déjà toi, comment t'as réagi quand t'as appris que Pogačar venait à Roubaix? Bon, c'est la suite logique de son ambition, quoi. C'est ça aussi, en fait. Donc t'es pas vraiment surpris. Je pensais pas qu'il le ferait cette année. Voilà, on l'attendait. Je pensais pas qu'il le ferait cette année parce que je me suis dit, tu voyais un peu la réticence de l'équipe UAE, mais c'est là en fait où tu te rends compte que Pogačar maintenant est devenu beaucoup plus important que l'équipe, en fait. Et c'est là où c'est dangereux, je trouve, d'un côté, et en même temps logique, parce que voilà, c'est un tel monstre que bah tu peux pas le freiner, en fait. Il veut gagner les courses, il est dans la meilleure forme de sa vie. Comment tu peux l'empêcher, tu vois? Si l'année prochaine, malheureusement, tu vois, il fait une chute à Austrade, bah du coup, tu vois, il pourra pas faire ce record. Enfin, donc en fait, tu peux pas l'en empêcher, mais tu vois aussi que son équipe a pas la main sur lui, parce qu'au début, Gianetti qui nous dit bah non, s'il fera pas, on veut pas, attention Tour de France, pour après dire bon bah on va voir. Puis au final, il le fait, en fait. Donc au final, tout ça servait à rien, au lieu de dire bon bah on sait pas encore, on réfléchit, dis pas non au début. Moi, je trouve c'est ça qui est un peu étrange dans la communication. Et puis Pogačar, bah oui, de toute façon, quand tu vois ce qu'il fait Tour des Flandres, comment il explose tout le monde sur chaque course qui s'aligne, pourquoi pas tenter? Après là, c'est différent Paris-Roubaix, c'est qu'en fait, t'as le côté chance qui joue beaucoup. Et ça, en fait, dans les autres courses, c'est pas la même chose, parce que si tu crèves Austrade, il sait qu'il peut rattraper facilement. Alors que à Paris-Roubaix, tu crèves à un mauvais moment. Délicat de revenir, hein, ça dépend qui t'as en face de toi et si c'est à quel moment de la course. Et par exemple là, pour un Mats Pedersen, on peut prendre cet exemple-là, lui, c'est typiquement ça. Je pense qu'il est dans la forme de sa vie, mais il joue de malchance, il crève au mauvais endroit, au mauvais moment de la course, et bah c'était fini pour lui, il fait quand même 3e. Mais tu vois, c'est pareil, Mats Pedersen, on parle beaucoup de Pogačar ce matin en disant Pogačar, s'il avait pas chuté, est-ce qu'il aurait suivi Van Der Poel? Ben pourquoi Pedersen, on parle pas de la même chose? Parce que Pedersen, s'il crève pas, il est avec eux, hein. Ah mais donc, complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. Donc c'est ça en fait. Mais pour moi c'est ça aussi. Maintenant il y a un point, c'est que Pogačar pour moi a été et c'est là que je trouve que analyser Paris-Roubaix est très intéressant. C'est que Pogačar a été alors, pas emmené dans le décor par Van Der Poel, pas du tout. Mais Pogačar s'est mis à la faute parce que il était rouge écarlate. J'ai envie de te dire au niveau de la condition, il n'avait pas la même lucidité qu'il a pu avoir sur les différentes courses. Et on se souvient que alors c'est après quel secteur pavé? C'est pas après la Trouée d'Arambert, non, c'est après je ne sais plus quel secteur pavé où il hoche la tête dans tous les sens. Il est oxy, il en peut plus et c'est là qu'il y a un tournant dans la course, c'est que il avait commencé à attaquer sur d'autres secteurs auparavant et là en fait il se dit je vais garder la roue des gars parce que je vais garder la roue notamment de Van Der Poel, je vais plus passer un relais parce que là il m'en a mis une peignée, j'en peux plus quoi. Oui bien sûr, mais après c'est Paris-Roubaix, c'est pas la même chose hein, que quand même par rapport à Derco où tu sais il y a eu un peu la mode là il y a une semaine de dire jamais personne n'a été aussi vite sur cette partie du parcours depuis que Pogačar est allé sur Strava etc. Enfin tu vois il y a ce côté de communication qui était monté depuis longtemps en disant Pogačar ci Pogačar ça. Encore une fois moi Pogačar je doute pas que là c'était un favori, mais quand tu voyais Van Der Poel le niveau qu'il avait malgré tout, même avant Van Aert, même d'autres coureurs, même Pedersen, je le mettais pas ultra favori comme dans d'autres courses en fait sur Paris-Roubaix. Tu vois ce que je veux dire? C'est que là il y avait ce côté la communication nous a un peu enfin pas trompé, mais moi ça me faisait rire quand on entendait personne n'a jamais été aussi vite sur ce passage du parcours alors que c'était le jeudi, tu n'entends rien, enfin c'est le mec il accélère juste un peu, les gars ils y vont pas forcément tout le temps à fond, enfin tu vois tout ça qui a fait que aussi je dis pas qu'il s'est foutu une pression en plus. Si t'arrives complètement frais sans avoir fait 150 bornes auparavant. Bah c'est ça, tu vois. Bon. Donc moi ça m'a fait un peu marrer. Puis bon, en tout cas voilà, Pogačar, je trouve que il a peu de choses à se reprocher en fin de compte. Tu vois, il a fait sa course aussi, et je suis d'accord avec Van Der Poel où
où Van Der Poel, en fait, il a quand même dit, c'est quand même bluffant. La première fois qu'il vient, il fait ça. Et je suis assez d'accord aussi. C'est bluffant dans le sens où, il a apprivoisé les pavés de Paris-Roubaix. C'est particulier. Là où il a de la chance aussi, c'est que le temps était quand même correct. Parce que aussi, attention, il y a beaucoup plu la veille. La nuit même plutôt. C'est resté un peu, mais ça a quand même bien séché. Donc il y a ça aussi parce que Pogačar tombe. Imagine, il tombe là et puis il se fracture, je sais pas quoi. Là, on dit quel choix horrible de Pogačar d'avoir été allé sur Paris-Roubaix. Donc, tu vois, il y a tout ça. Et au final, après, il y a 2 points. Il y a 2 points sur la chute. Ouais, je me permets juste. Vas-y. Je me permets justement là-dessus pour t'interpeller. Je sais pas si Pogačar prend pas plus de risques qu'avant aussi parce que c'est pas la première fois qu'il chute, hein, et pas la première fois qu'il fait de grosses chutes cette année. C'est Strade Bianche forcément. Strade Bianche par exemple. Et donc moi je suis. Alors je sais pas si c'est lui qui prend plus de risques, il gère, voilà, c'est quelque chose un peu comme Roglic, tu sais, il a eu sa période où il tombait tout le temps, tu vois. J'ai un peu cette impression là avec Pogačar, là, ça commence à faire beaucoup. Je trouve pour peut-être trop confiant parfois. Alors, trop confiant peut-être sur les Strade Bianche, mais sur Paris-Roubaix, pour moi, non, pas trop confiant. Et justement, on écoute Étienne Grosso de d'Ico du Sport qui nous parle des chutes dans ce Paris-Roubaix. Salut Guillaume. Écoute, il y a un peu ce sentiment d'inachevé parce qu'on était parti sur un beau duel entre Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogačar. Malheureusement, une chute en a décidé autrement. Après, Pogačar, il tombe tout seul, personne l'a envoyé dans les balustrades. Il fait une erreur, c'est pas comme s'il y avait eu une crevaison. J'ai pas le même sentiment de frustration qu'en 2023 quand le duel entre Van Aert et Van Der Poel avait été avorté avec la crevaison de Van Aert. Mais voilà, on saura pas si Pogačar aurait été capable de battre Van Der Poel à la régulière. Lui dit que non. Mais voilà, c'était un très bon Paris-Roubaix qui s'est décanté encore une fois assez tôt. On a vu des Alpecin un moment en surnombre jusqu'à ce que Philipsen craque. Et là, d'un coup, on a senti que le rapport psychologique pouvait commencer à s'inverser. Pogačar avait été proche de craquer. Et derrière, on a l'impression qu'il avait repris un peu l'ascendant. C'était lui qui attaquait, c'était Van Der Poel qui répondait. Et c'était pas l'inverse. Sur la chute, alors... il manque de lucidité. Après, on est quand même après 220 km de course, où là, quand je dis que c'est intéressant d'analyser Paris-Roubaix, notamment par rapport au Tour des Flandres, c'est que le Tour des Flandres, ce qui fait la diff pour Tadej Pogačar, c'est les forts pourcentages des monts. Paris-Roubaix, tout le monde est sur le même pied d'égalité. C'est plat, t'as pas de dénivelé, et ça joue au watt, ça joue à la puissance. Et Van Der Poel a montré que quand il était à 100%, il était plus puissant sur le plat qu'un Pogačar à l'usure, avec sur les pavés, avec aussi plus de poids pour Van Der Poel. 61 kg pour Tadej Pogačar seulement. Le poids de Mathieu Van Der Poel, je ne l'ai pas exactement, mais il a 15 kg de plus. 75 kg. Donc Mathieu Van Der Poel développe une puissance sur les pavés que ne peut pas encore produire Tadej Pogačar sur 250 bornes. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'on voit la limite à 260 bornes même pour Roubaix. Je vois que c'est très intéressant parce que on voit la limite de Tadej Pogačar. Alors vous m'excuserez, j'ai pas le nom du secteur pavé, mais on a tous l'image en tête d'un Pogačar qui hoche la tête dans tous les sens après avoir été mis dans le rouge écarlate, très très écarlate après un secteur pavé. Il atteint ses limites. Là, on a vu un Pogačar qui a atteint ses limites. Et il reviendra, ça c'est sûr, il reviendra pour gagner. Mais quand il part à la faute, c'est là qu'on voit aussi le manque de technique par rapport à Van Der Poel, qui lui aussi, mine de rien, part à la faute, mais qui reste sur son vélo. Alors il tombe pas dans une ornière qui lui fait basculer le vélo, là aussi, mais il a toute la technique du cyclocross et la lucidité pour repiquer un peu plus intérieur, dans le dévers du pavé à l'intérieur, et derrière sur l'herbe, rester sur son vélo, et ne pas planter et ne pas mettre pied à terre. Tu vois, il y a tout ce point qui me fait dire que Pogačar, cette chute, ce n'est pas anodin. C'est parce qu'il a été repoussé dans ses retranchements complètement par Van Der Poel aussi. Oui, puis Van Der Poel, je pense que c'est un gars qui maîtrise sa machine en fait aussi. Et Van Der Poel, pour parler de sa victoire hier, c'est impressionnant parce qu'il y a aussi le vent qui a joué aussi à la fin de parcours, vent de face, qui était assez violent d'ailleurs. Ça s'est monté d'un seul coup. Et voilà ce qu'il a fait, je trouve, l'écart qu'il y a à la fin, parce qu'il y a quand même 1 minute 20 sur Pogačar. Il y a ça aussi. Il y a la crevaison aussi ensuite de Pogačar. Il y en a une aussi pour Van Der Poel. Ouais, puis moi ce qui me bluffe avec Van Der Poel, pour revenir un peu sur lui, c'est que il y a
il est carrément, t'as l'impression qu'il est à fond depuis la trouée d'Arambert, quoi. Et trouée d'Arambert, on est carrément à 90 km de l'arrivée. Donc, moi, c'est ça qui c'est aussi assez bluffant. On parle souvent, tu sais, des exploits de Pogačar qu'il a fait sur les Stradé en partant de très très loin. Mais Van Der Poel, alors même s'il a Pogačar sur le porte-bagages et Pedersen à un moment avant que les uns après les autres ils soient plus là, moi, c'est aussi la puissance qu'il dégage sur autant de kilomètres, quoi. T'as l'impression que, c'est un TGV, quoi. Vraiment, là, pour le coup, c'est assez bluffant sur les pavés ce qu'il fait. Et puis quand tu le vois passer, c'est bluffant. D'ailleurs, tu parlais de la trouée d'Arambert, tu valides la nouvelle approche? Ouais, je préfère celle-là à la version d'avant, en fait, pour le coup. Alors, oui. Voilà, c'est ça. En fait, celle-là, oui. De toute façon, la trouée d'Arambert, je trouve de plus en plus chaque année, ils sont moins en moins en peloton. Donc en plus, avant, ce qui était dangereux, c'est surtout l'effet de masse que t'arrivais et qu'il y avait ce rétrécissement. Aujourd'hui, t'as l'impression que tout le monde veut anticiper. Du coup, t'as des mecs qui partent devant, donc t'as souvent les échappées de base, et t'as les leaders qui se mettent devant et qui fait déjà un écart. Donc en fait, t'es déjà presque en file indienne, j'exagère un peu, mais quasiment à l'entrée la trouée, ce qui fait que c'est un peu moins dangereux qu'avant. Avant, ce qui était dangereux, c'est que t'arrivais lancé à un peloton à pleine vitesse, sans compter l'échappée. Ça, c'était dangereux. C'est l'entrée du secteur pavé qui est dangereux. Maintenant, la chicane, pour moi, je trouve que c'est l'approche un peu idéale parce que pour le coup, ça te rend la trouée d'Arambert plus compliquée. T'arrives pas aussi lancé et derrière, tu profites pas de l'élan pour faire la trouée d'Arambert. Et ça rend avec le faux plat descendant puis faux plat montant, ça rend la trouée encore plus difficile. Je voulais juste avoir un petit laïus sur cette trouée d'Arambert, mais pour revenir à Mathieu Van Der Poel, ouais, tu parles de sa puissance, mais finalement on se dit que si Pogačar n'était pas là, Van Der Poel, il aurait peut-être fait 60 bandes, 70 bandes tout seul, il aurait encore battu un record de l'échappée de la victoire en solitaire la plus importante. On va parler de Mats Pedersen juste après. On en parlera juste après pour clôturer. Oui, non, sur ça, je suis d'accord avec toi. J'ai un peu tout dit. C'est que Van Der Poel, oui, pour l'instant, il fait partie de la catégorie avec Pogačar, où en fait, c'est des Remco Evenepoel, même si là, aujourd'hui, il est blessé, qui sont, quand ils partent, en fait, à n'importe quel kilomètre, il y a danger, en fait. T'as d'autres coureurs, même Pedersen a un peu ça aujourd'hui, mais ça dépend de l'adversité, mais t'as l'impression que c'est des coureurs, en fait, ils partent. Faut vraiment avoir des mecs derrière très forts et surtout qui collaborent très bien pour le rattraper. Et on n'a pas encore vu ça, mais mine de rien, parce qu'on a vu ça nulle part. À chaque fois, il y a toujours le jeu d'équipe. En plus, il y a les Pro UCI aujourd'hui, donc tout le monde s'attaque. Voilà. Je trouve que maintenant, c'est vraiment les courses comme ça. C'est que t'as 4-5 coureurs, s'ils partent, c'est fini. Ce qui est un peu triste pour la course, hein, mais voilà. Ouais. Mais t'as pas l'impression d'avoir quand même 2 coureurs au top de leur carrière, là, actuellement? Van Der Poel, il a 30 ans depuis le mois de janvier. Pogačar, il a 26 ans depuis le mois de septembre. Oui, je pense. Après, Van Der Poel et Pogačar, t'as pas l'impression qu'ils ont jamais eu des gros coups de moins bien. Si, ils ont toujours eu des blessures. Je mets ça à part. Donc, ça fait quand même quelques années. Est-ce que c'est le meilleur moment de leur carrière maintenant? Je sais pas. Faudra voir la fin de l'année. Depuis 2 ans, 3 ans. Depuis 2 ans. Moi, je dis depuis 2022, ils sont au top. Voilà, c'est ça. Oui, voilà. Je te rejoins assez. Depuis 2022, on a quand même, faut le dire, 2 des meilleurs coureurs de tous les temps. Là, par contre, dans la comparaison, en tout cas, Van Der Poel sur le profil de classique et Pogačar sur l'ensemble des profils, il est quand même assez impressionnant. Ils ont remporté 12 des 14 derniers monuments. C'est ça, je crois qu'on s'en rend pas assez compte. C'est quand même dingue. Ils sont à 8 monuments partout, avec l'égalisation de Van Der Poel dimanche. Et bon, t'as dit Pogačar, il risque de remporter ses 9e et 10e monuments, donc en l'emportant à Liège et autour de Lombardie en fin de saison. On va pas présumer de ce qui va se passer dans les courses, mais c'est bien parti pour que Pogačar soit sans rival finalement sur ces courses-là, même si Van Der Poel, peut-être qu'il sera au départ de Liège-Bastogne-Liège, j'y crois pas trop. Il n'est pas annoncé pour l'instant. Juste avant de terminer, Mathieu Van Der Poel qui remporte ce duel, mine de rien, dans le scénario de course, il a tout fait bien. C'est lui qui a fait la différence dans la trouée d'Arambert, même si Pogačar a eu la première attaque. C'est lui qui a fait la diff. En haut de la trouée d'Arambert, il y avait lui, Pogačar et Pedersen. Et ensuite, il a initié les mouvements de course. Il a voulu être beaucoup plus acteur de la course, contrairement au Tour des Flandres, où il subissait la course. Non, c'est vrai. Moi, ce qui me manque avec Pedersen, c'est vraiment... Peut-être là, c'est où je comprends pas trop. C'est les équipiers qu'il a autour de lui, en fait. Moi, je trouve qu'il a une moins bonne équipe que ce qu'on avait un peu annoncé. Pourtant, il y a des profils intéressants qui ont déjà fait des performances à Roubaix. Et c'est là où j'étais un peu déçu pour la Lidl Trek. Je trouve que Pedersen, il a... je sais pas comment expliquer.
en fait, il y a un peu Stuyven ce côté... s'est retrouvé à terre. Bon, Stuyven, c'est vrai que c'est le seul équipier qui est vraiment, oui, il avait pas eu de chance avec ça, mais contrairement à Pogačar, qui avait le soutien quand même de Florian Vermeersch derrière, qui a fait d'ailleurs une très jolie course au passage, bah, tu vois, ça manquait de soutien, et Pedersen, malheureusement, aurait eu besoin de soutien pour essayer de rattraper les deux monstres devant. Voilà, moi je trouve que Pedersen, il a quand même fait, quand tu regardes sa campagne de classique, elle est bluffante. Je crois qu'il fait 7 à Milan-San Remo, il gagne Grand Wevelgem, il fait 3 au Tour des Flandres, et il fait... Alors, il fait 7ème à San Remo, 2ème à l'E3 classique, derrière le raid solitaire de Van Der Poel, premier de Grand Wevelgem avec son raid de 70 bandes tout seul, 5ème à travers la Flandre, 2ème au Tour des Flandres, 3ème à Paris-Roubaix. Il avait remporté le classement par points de Paris-Nice auparavant avec une étape. Joli, hein. Bon, Pedersen, il a tout fait bien pendant cette campagne de classique. Il veut absolument remporter un monument dans sa carrière. Il y avait le reportage Chasing the Cobbles par Eurosport Max. Mais bon, en fait, il tombe sur une génération de dingue. Ouais, c'est horrible. Hein. C'est vrai que ça fait partie des coureurs. Je pense qu'ils n'auront peut-être jamais de monument parce que ils sont tombés sur une génération de folie, quoi. Et ça, c'est triste pour lui, franchement, parce qu'il mérite. Après, Pedersen, faut avouer, il a quand même un beau palmarès quand même pour l'instant. Tu vois, même si ça s'arrêtait demain. Il est quand même champion du monde en titre, enfin pas en titre mais champion du monde il y a quelques années. Enfin tu vois, il a quand même un beau palmarès pour un coureur. Quand même, je trouve. Enfin, tu vois, il y a beaucoup leur virait son palmarès. Complètement. Mais on regarde aussi la grandeur d'un coureur par les monuments qu'il remporte. Ah, oui, et là, pour le coup, il en a aucun et c'est vraiment dommage par rapport à tout ce qu'il a pu prouver dans sa carrière. Là, maintenant, il va pouvoir se reposer et on l'annonce sur le Tour d'Italie au mois de mai où là, il jouera, me semble-t-il, sa carte puisque Jonathan Milan, lui, est annoncé sur le Tour de France. Donc pour la suite de la saison. Autre coureur, Wout van Aert, qui termine 4ème puisqu'on a parlé des gars sur le podium, puisque on a eu un podium avec les mêmes coureurs mais dans l'ordre différent avec Van Der Poel qui remporte son 3ème Paris-Roubaix de suite devant Pogačar et Mats Pedersen. Wout van Aert 4ème. Moi, Wout van Aert, je suis inquiet et un peu énervé parce que pour le coup, quand je vois la Trouée d'Arambert qu'il aborde en 2 ou 3ème position et qu'il termine en 20ème position à la Trouée d'Arambert, il fait 4ème au final. On me dit c'est un diesel, Wout van Aert. Bon, non, Wout van Aert, il a juste peur de frotter maintenant, c'est criant. La Trouée d'Arambert, il perd place après place parce que on va le... en fait, on le respecte plus dans le peloton, dans le sens où on va lui donner le petit coup d'épaule pour lui montrer qu'on est là. Donc Wout van Aert va reculer d'une place, et puis on va lui remettre un coup d'épaule, il va reculer d'une autre place. Bon, voilà. Ouais, non, Van Aert, je suis d'accord avec toi. C'est que pour moi, enfin, il est revenu chez les vivants. Il est plus chez les dieux, il est chez les vivants, comme nous. Il n'y a plus que deux dieux. Il y a plus que deux dieux maintenant. Il y a Pogačar et Van Der Poel. Bon, il y a Remco, je pense, encore dedans. Je le mets quand même dedans, je pense. Avec Vingegaard, peut-être on peut le mettre dedans, mais peut-être des demi-dieux alors dans ce cas-là. Demi-dieux pour l'instant, Remco Evenepoel. Bisseguer pas mal, hein. On parlait des Suisses avec Yann Barumi, Stéphane Bisseguer. Il valide son recrutement chez Decathlon AG2R. Ah, clairement, ouais, franchement, c'était pas la recrue que j'imaginais avoir ce niveau, enfin, chez Decathlon AG2R. Mais vraiment, ouais, je suis assez bluffé, puis il fait une campagne assez solide. Enfin, même s'il a pas été très payé dans les résultats, je trouve que c'était assez joli ce qu'il a fait quand même, par rapport à ce qu'on attendait, quoi, de lui. Et franchement, j'étais bluffé, surtout hier. Il fait une très belle course, très courageuse, ouais. Il fait top 20 du Tour des Flandres auparavant dans le peloton de 40, hein, qui était réglé pour la 8ème place par Filippo Ganna au Tour des Flandres. Filippo Ganna, bon, voilà, qui a été en retrait sur les deux. Pour moi, il a perdu trop de poids pour pouvoir briller sur les classiques pavés. Ouais, ça je sais pas, mais en tout cas, il a couru complètement à l'envers. Je l'ai vraiment pas trouvé terrible. Ouais. En tout cas, hier, vraiment, il est passé. Enfin, on l'a oublié, quoi, Filippo Ganna. Ouais. Et juste pour Stéphane Bisseguer, il était parti chez Decathlon AG2R pour justement pouvoir briller sur les classiques, lui qui avait envie de briller sur les classiques et qui se sentait bridé à être enfermé dans les contre-la-montre par IF. Voilà, quand je parle de recrutement validé, c'est notamment pour ça. Autre Suisse, Stefan Kung, qui a lourdement chuté, la tête la première dans un secteur, à l'entrée d'un secteur pavé. Il a terminé la tête en sang, mais il a quand même terminé la course à la 43e place, 8-18, juste devant un Matthew Brennan, britannique de la Visma Leasebach. Lui, on va en entendre parler, il a craqué après les 200 bornes, mais juste Stefan Kung, la tête en sang, je sais pas si t'as vu la photo. Oui, j'ai vu. Ça fait mal au cœur. Ouais, c'est un dur au mal, et puis bon, Stefan Kung, on sait que c'est la fin chez Groupama FDJ. Lui aussi, c'est dommage avec les crevaisons. Ouais, c'est dommage que ça se finisse comme ça chez Groupama FDJ en classique pavé, parce qu'on le verra de l'année prochaine, il va partir. Alors, où il ira, je sais pas, peut-être Tudor, hein, cling. Mais en tout cas, voilà, je sais que Stefan Kung, là, voilà, c'est la fin, et c'est dommage que ça se finisse comme ça, parce que je trouve que Kung,
à la FDJ, il a vraiment eu carte blanche et ils ont toujours bien couru avec lui. Et ils auraient mérité. Non, alors je veux pas être affirmatif à 100%, mais je crois que c'est la fin de l'histoire. C'est même pas des infos qu'on a, c'est ce qu'on entend, ce qu'on a pu lire. Visiblement, c'est la fin, quoi. Donc, la fin de leur histoire. Hein. Après, il va rebondir, je pense. C'est la fin. Voilà, mais chez Tudor peut-être ou une autre équipe. Moi, j'aimerais bien qu'il aille chez Tudor parce que il a ce côté, il est assez patriote dans ce sens-là. Il était à l'époque chez BMC, on se souvient. Et puis donc j'espère qu'il ira chez Tudor aussi pour faire grandir cette équipe. 6e à l'E3 Classique, 7e au Tour des Flandres, 9e à travers la Flandre, 43e donc de Paris-Roubaix pour Stéphane Kung. On a fait le tour de ce Paris-Roubaix, on en a quand même pas mal parlé, FP, pour ce 100e vélo podcast. Un Paris-Roubaix qui nous a quand même régalé. On va passer aux Ardennaises avec l'enchaînement Amstel, Flèche et Liège-Bastogne-Liège en une semaine à partir de ce week-end. Et on annonce Tadej Pogačar à l'Amstel et à Liège-Bastogne-Liège. Bon courage aux autres, c'est tout ce qu'on peut dire. Bon courage aux autres, et puis surtout, enfin, on devrait avoir au moins des Français qui soient à l'avant, parce que là, juste un petit point là-dessus, mais quand bravo à Florian Dauphin, parce que je crois que c'était la première fois qu'il enchaînait une course comme ça, 25e, mais c'est triste quand même pour le cyclisme français d'avoir le meilleur représentant 25e. Ça nous rappelle les mauvaises années, mais bon. Mais en grand bravo à Florian Dauphin, ce qu'il a fait. Ouais, avec Axel Huens de la Unibet Tietema Rockets 27e, et derrière, faut aller chercher pour les Français. Remonter à Anthony Sturgis 39e, Damien Touzé 41e, Hofstetter 47. C'est fait ça. Voilà. Compliqué. Bon courage aux autres sur les Ardennaises pour affronter Tadej Pogačar qui risque de remporter donc son 9e monument. Et puis FP, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi dans un emploi du temps qui est très serré. Ouais, évidemment, comme d'habitude. Un grand merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés pour ce vélo podcast, ce 100e vélo podcast spécial Paris-Roubaix. Forcément, on devait avoir l'enfant de Quentin Pével, FP, avec nous. Vélo podcast disponible sur la chaîne YouTube et toutes les bonnes plateformes de streaming, Apple Podcast, Spotify, Deezer. Mettez-nous 5 étoiles pour le référencement. Les chiffres sont au top en ce moment. Un grand merci. On se retrouve très bientôt pour parler des Ardennaises dans Vélo Podcast. Ciao, ciao. Ciao à tous.